Bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de La Voix du Yéti. Alors aujourd'hui un petit peu spécial puisqu'on a comme invité l'initiateur, on va dire, celui à la base de La Voix du Yéti, Steve Delcourt. Steve, bonjour. Bonjour Thierry. Bienvenue à la place des autres maintenant. Hein, c'est toi qui es dans le fauteuil. Voilà. Avec moi, j'ai toujours Pierre qui prend mon rôle puisque j'ai pris celui de Steve. Bonjour, faut bien que quelqu'un s'en charge. Hein. Bonjour Pierre. Il en faut. Steve, ça me fait tout drôle maintenant de t'avoir là. Et moi aussi. Hein. Ouais. On avait déjà fait un épisode ensemble. On s'était déjà interviewé. Je vais pas revenir là-dessus. On mettra le lien. Les gens seront un plaisir d'aller réécouter toutes les bêtises qu'on a faites. Mais je voudrais qu'on redémarre de ce moment-là. Donc c'était il y a à peu près 4 ans, plus ou moins, puisque c'était juste avant le Covid. Avant Covid, ouais. Voilà. Donc on rebobine à ce moment-là. Entre ce moment-là et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Il y a un gap qui s'est passé entre ces deux moments. Donc, nous, on s'était rencontrés au moment où j'avais décidé de quitter un emploi de salarié pour me lancer comme entrepreneur, comme freelance en tout cas à l'époque. J'étais venu te voir en te disant, voilà, j'en ai assez maintenant. Et j'avais un appel déjà depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, mais j'avais vraiment extrêmement peur de me lancer comme entrepreneur. Et tu m'as dit, tu veux faire quoi? Je t'ai dit, formateur en communication. Ce que je fais, c'est de la formation en communication. Et tu m'as dit, mais t'as besoin de rien. De quoi pour ça? Je dis, écoute, au moins une carte de visite, j'imagine. Et puis quand je suis rentré chez moi, tu m'as envoyé la carte de visite. Voilà. Oui, j'ai fait ça. Et donc j'étais pris un peu sur le fait et je me suis lancé et je ne regrette absolument pas. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, si tu devais résumer ces 4 ou 5 années? Oui. D'abord, je me suis testé, donc pour vaincre ma peur, j'ai fait un podcast qui s'appelait Le pouvoir d'entreprendre, 14 émissions qui sont encore en ligne, pour aller voir finalement c'est quoi un entrepreneur, qu'est-ce qui différencie l'entrepreneur d'une personne qui ne l'est pas. Parce que un de mes outils c'est la modélisation, et donc j'ai modélisé l'entrepreneuriat, et j'ai partagé d'ailleurs mes interviews parce que j'adore faire d'une pierre plusieurs coups. Et donc, j'en ai profité pour le partager. Ça m'a permis de démystifier les choses, de respirer et de comprendre que oui, effectivement, c'était fait pour moi. Et en même temps, j'ai donné des formations et je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était pas tant de donner des formations, mais d'être consultant en ce sens où j'ai besoin de rentrer dans la matière. Et pour rentrer dans la matière, c'est pas le tout d'une formation. La formation, c'est une fois que le diagnostic est posé, c'est dans le knowledge, on sait de quoi on a besoin, on ne sait pas le faire, forme-moi, et puis après tu peux partir. Moi, ce que j'aime, ce sont les symptômes, détecter les routes causes et pouvoir en sortir un protocole et voir la transformation agir. Et donc, formateur, c'était pas pour moi. Alors, je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai compris que je me suis dit, tiens, mais je suis quoi? Je me suis défini, je me suis dit, mais je suis comportementaliste. Et donc, quand je disais aux gens que j'étais comportementaliste, ils me disaient, ça tombe bien, j'ai un chien. Est-ce que vous pourriez l'aider? Parce qu'il est très, très mal éduqué. Alors, je me suis dit, mais on n'y est pas. Et donc, je me suis rendu compte que le juste mot, c'était, en tout cas, le mot vendable, c'est change manager. Chaman, tu peux pas dire, tu vois, voilà, tu peux pas dire non plus que tu cherches les symptômes dans l'entreprise, c'est compliqué. Change manager, c'est bien parce que tu te dis, tiens, il y a quelque chose à changer dans ton entreprise, quelque chose ne va pas. Voilà. En tout cas, on est d'accord quand on fait appel à un change manager, c'est qu'il y a un truc qui marche pas. Que ce soit au niveau d'un projet, au niveau d'une culture, au niveau d'un processus, quelque chose ne fonctionne pas. Et ça, c'est très vite fait, j'ai envie de dire. Alors, beaucoup de gens, au début, beaucoup de clients me disaient, mais non, mais j'ai pas besoin de ça. Et donc, le pied dans la porte, c'était un workshop. Ça, c'était le pied dans la porte. Je me suis rendu compte également que je devais agir sur 3 aspects différents. Et la première porte, c'était grâce à toi, parce que j'ai eu l'occasion aussi, à la Big Stash, là où tu travailles, tu m'as dit, mais viens quand tu veux. Et donc, je suis venu, et je travaillais sur mon côté, sur ce que j'allais faire, etc. Et en même temps, je me disais, tiens, il y a un client qui vient, je donne une formation, ok, sur quoi? C'est sur le design thinking.
Et puis, je me souviens tu peux pas ne pas écouter. J'étais en train de bûcher je faisais des appels d'offres, ce que je savais faire, hein, répondre à des appels d'offres, et toi, tu donnais une formation, et c'était la partie empathie. Et à la pause, je te dis, oui, mais Thierry, ce que tu dis là, c'est bien, mais tu peux aller plus loin. Et j'ai pas eu le temps de t'expliquer, je t'ai pas donné la fin de ma phrase, que tu m'as dit, mais fais-le. Arrive la fin de la pause, et puis je suis à côté de toi en train de former les gens en empathie, design thinking, dont je ne connaissais pas les slides que tu allais présenter, mais je savais très bien ce qu'il fallait faire, étant donné que j'avais quand même une base solide en PNL, en systémique. Je m'étais beaucoup intéressé au schéma, et puis c'est en moi, je crois. Cette partie-là, en tout cas, la partie prototypage, autant elle est pas pour moi celle-là. Le prototype n'est vraiment pas mon truc, mais l'empathie, comprendre les gens, rentrer en eux, c'est ma passion. Et donc, tout de suite, je suis rentré dedans. Et donc, un des premiers axes du changement, c'est l'innovation, parce qu'on cherche quelque chose de neuf. Et donc, c'est une de mes portes d'entrée. La deuxième porte d'entrée, c'est le change management. C'est le moment où quelque chose ne fonctionne pas et on veut le faire, on veut créer l'adhésion. Hein, en gros, on est déjà dans le changement. Et entre les deux, entre l'innovation, le moment où tu te dis, tiens, on va changer quelque chose, et le moment où tu dis, il faut que les gens adhèrent à ça, il y a une étape intermédiaire qui est ultra importante, personne n'en parle jamais, c'est la mesure du niveau de maturité. Donc c'est de se dire, entre l'idée que j'ai et mon équipe, eh bien, est-ce qu'il faut passer par des étapes? Est-ce que cette idée qui est merveilleuse est adaptée à cette équipe? Auquel cas, parfois il faut changer d'équipe parce que l'idée ne convient pas à l'équipe, ou bien il faut changer l'idée pour qu'elle puisse s'emboîter avec l'équipe telle qu'elle est, ou bien il faut l'adapter, etc. Et donc, j'ai modélisé ça en niveau de maturité, pour que les personnes puissent mieux prendre conscience du prix à payer. Parce qu'un changement, ça a un coût. Il y a des changements naturels qui se font sur des échelles lentes, et puis il y a des changements naturels qui sont beaucoup plus rapides. Plus le temps est rapide et plus le changement est conséquent, plus le prix à payer est important. Ça, il faut le savoir. Quand tu parles de prix, on parle prix financier, ou est-ce qu'on parle d'un prix à payer humain, psychologique Quand je parle du prix, c'est global. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ça va te demander un effort, il faut que tu sois conscient de cet effort. Des fois, si je ne vois pas la route, moi-même, si dans le niveau de maturité, je me dis on est trop loin, moi-même, je me dis je ne suis pas suicidaire, je n'y vais pas. Hein, j'ai aussi le droit de dire go, no go avec mes clients. Si j'ai pas la solution, ou bien je renvoie à quelqu'un poliment, ou bien je dis simplement, pour moi, on est vraiment, il y a des gaps, mais alors tu proposes des pistes alternatives, en tout cas au moins ce que tu as vu. Et donc dans le prix à payer, tu as dans un changement, le changement il peut aller de, tiens, un petit changement, mais les équipes ont beaucoup de travail pour le moment et ils vont devoir se mettre en mode projet, et donc on doit réduire la production. On a un coût sur la production, mais le ROI va pouvoir arriver rapidement et c'est OK. Jusqu'à, tu sais, typiquement, Proximus, quand Proximus a dit on a cette grosse machine qu'on a laissé traîner longtemps, et puis du coup, on a un personnel qui n'est plus du tout adapté aux nouvelles technologies qu'on va devoir mettre en place. On doit faire un énorme plan de licenciement. Évidemment, on essaie de passer par de la retraite anticipée, ce genre de choses, mais ça a ses limites. Et en même temps, tu peux pas attendre, parce que le prix à payer, si tu ne bouges pas aussi, est là. Et en même temps, tu dois engager du nouveau personnel, du personnel tech, parfois en offshore. Et donc, ça, c'est le prix à payer. Et donc, si tu as un prix relativement important, il faut également tenir compte des conséquences. C'est ce qu'on appelle l'écologie du système. C'est que si tu crées un schisme aussi important, avec autant de sorties, autant de rentrées, pour les personnes qui sont dedans et qui ont connu les sortants et qui voient les rentrants, tu peux avoir un choc culturel. Ce choc culturel-là, il faut pouvoir l'anticiper aussi, parce que il va avoir un impact également sur ton environnement. Donc, tu vois, c'est assez large, c'est assez holistique le prix à payer. Et on n'est pas devin, je ne suis pas Madame Irma. Par contre, j'ose espérer que je commence avec l'expérience à voir les effets ricochets des multiplicateurs sur certains aspects. Et donc, ça c'est c'est vraiment. Mais quand on me demande ça, moi j'adore. Les personnes qui disent on n'a pas encore shooté
Et j'aimerais bien que qu'on prévienne les choses et pour pouvoir avoir un impact le moindre possible et accélérer ce changement, moi je suis heureux. Ça, c'est quand quelqu'un fait bien les choses. Une fois sur deux, ils font de l'innovation, mais ils sont parfois aux abois et donc ils veulent très vite que ça change. C'est pas de l'innovation, hein, c'est du rattrapage. Et là, il faut aller très vite, il faut aller fissa. Et même si l'idée est pas bonne, on la met au chausse-pied. Et une fois sur deux, ils avaient déjà l'idée, ils ont déjà shooté, les gens ont déjà dit non, et t'arrives et tu fais du damage control. Ça, c'est ce que j'ai le plus régulièrement. Après, quand un client est en confiance avec toi et que tu te rends compte qu'il est dans une véritable transformation, à ce moment-là, tu es onboardé et il commence à être d'accord pour t'accompagner. J'ai une question par rapport à ça. Alors, change manager, je pense que voilà, on voit bien l'idée de ce qu'est un change manager et l'importance du changement. Pourquoi toi? Pourquoi je fais ça? Non. Pourquoi toi? Moi? Si je devais choisir de change manager, pourquoi? Parce que je ne suis absolument pas académique. Je suis tout sauf académique. Donc je suis excessivement créatif. Et à la fois, j'ai une faculté à absorber les modèles. Je suis un bouffeur de modèles. Je lis beaucoup, je lis vite, parce que je ne lis pas ce qui ne m'intéresse pas dans les bouquins, et puis après je vais lire un livre si j'en ai vraiment envie, mais je vais lire beaucoup, je vais vite absorber les modèles, je crée des liens entre les différents modèles, donc je vais très très vite créer une théorie la plus adaptée à ce que je pense être nécessaire au moment même, et à la fois donc j'ai ce côté créatif justement qui me permet de ne pas croire à mes propres idées, parfois les remettre en question, les changer, adapter, modifier, transformer, retirer. Donc, oui, et le troisième point peut-être, c'est que j'y vais. Et donc, je fonctionne avec un modèle que j'ai appelé un modèle 3R. Et c'est très très différent, ça peut paraître très simple, les mots doivent être simples, hein. Si une idée n'est pas simple, c'est qu'elle est mauvaise. Pour moi, c'est rebond, résilience, rayonnement. C'est essentiel. Ça veut dire que, contrairement à plein d'autres modèles change, c'est que le rebond, c'est que ton changement est un changement qui a un impact, et donc on doit très vite travailler l'acceptation et l'accueil de l'opportunité de ce changement, parce que sinon tu te ramasses un plat. En fait, tu dois profiter de l'élan du problème. Le problème est une opportunité. C'est fantastique. Pleure tant que tu veux, pleure une semaine si tu as envie, mais après une semaine et un jour, tu reviens, t'arrêtes de pleurer. On regarde l'opportunité de ce changement. Voilà. J'aime mon chien, je l'ai enterré. Pendant une semaine, je pleure, mais après, je me dis, quelle opportunité ça me fait maintenant que mon chien ne soit plus là. Tu peux prendre un chat. Tu peux prendre un chat, exactement. Résilience, je travaille plutôt sur un modèle résilient qu'un modèle de planification pure, parce que je me suis rendu compte que la planification pure, selon moi, ça n'existe pas. Un bon plan, ça ne fonctionne pas. Un bon plan, c'est avoir imaginé un maximum de conséquences, et je le fais, et ça n'est jamais sur le terrain ce que tu as écrit dans ton plan. Jamais. Et donc, les personnes qui planifient trop sont des personnes qui, à un moment donné, deviennent rigides elles-mêmes et vont vouloir et ne vont pas être assez à l'écoute à l'existant. Et donc, il y a des crispations, ça chauffe, ça grince, et moi, mon but profond, c'est que les gens soient en paix. Or, tu peux pas être en paix si ton plan est trop rigide. D'ailleurs, dans mon entreprise, je n'ai pas de budget. Je ne fais jamais de budget. Un budget, pour moi, c'est inutile, dans mon cas. C'est une crispation qui n'est pas nécessaire, donc je m'en passe. Par contre, je vais avoir des schémas, je vais avoir des scénarios, je vais élargir le champ des possibles, mais je vais surtout être aussi à l'écoute de l'actuel, et donc je vais beaucoup m'intéresser à l'instant présent. Ça, pour moi, c'est la résilience, c'est pousser en adoptant également la forme du débris sur lequel tu pousses. C'est vraiment ça. Alors, comment tu gères ces gens qui ont besoin, justement, pour être en paix, d'avoir toutes les cartes sur la table, d'avoir le truc précis, de savoir, on sait que beaucoup de sociétés te demandent un agenda, une roadmap claire, précise. C'est super facile. Tu leur demandes à l'heure. Ils n'en ont pas. Je bosse avec énormément de personnes, ils n'en ont pas. Ou alors, ils vont te donner un plan. Moi, je vois des fois, je vois des objectifs stratégiques. Je lui dis comment tu le déclines, ton objectif. Et qu'est-ce qui se passe si tu es à autant ? Quelle est ta marge ? Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont.
Ils n'en ont pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils savent très bien qu'on vit dans un modèle VUCA. Le monde est tellement volatile, tellement incertain. Ils n'en ont pas, ils n'ont pas le temps. Et alors, oui, ils vont payer des sommes faramineuses, des boîtes de consultance super importantes, qui vont leur balancer des slides, dont eux-mêmes ne sont pas capables d'imaginer les chiffres, et ils leur font confiance. Donc, ils n'en ont pas. Par contre, oui, moi, ce que j'adore, par contre, parce que je suis en même temps très, très structuré, je vais adorer, dans mon niveau de maturité, avoir ton objectif, les étapes, et j'adore également ne pas travailler sur le temps, mais travailler sur les résultats minimums. Quels sont les prérequis pour passer à l'étape suivante intermédiaire? Et ça, j'aime bien ne pas mettre de temps. Je dis, alors je te mets du temps si tu veux, parce que les gens vont te dire évidemment, mais attention, moi j'en ai besoin pour autant de temps. Je dis, ok, moi j'ai identifié les étapes intermédiaires. Et donc, si tu arrives à ces étapes intermédiaires, c'est bien. Et plus tu mets des étapes intermédiaires, plus c'est simple de mesurer avec moins d'approximation. À ce moment-là, tu peux commencer à... Eux prennent conscience déjà de ce qu'il faut. Donc c'est déjà de l'apprentissage, c'est déjà de l'écolage. Hein. Les gens ont énormément besoin d'être éduqués parce qu'ils imaginent très vite le résultat, ils imaginent très rarement le parcours. Tout le monde peut imaginer être à un moment donné, tu te retrouves en haut de l'Himalaya, imagine tout ce que tu vois, comme c'est beau, hein, imagine cette neige, imagine ces montagnes, ces pics, sens le vent, tu vois la fraîcheur, tu sens un peu comme ça pique, c'est facile. Imagine tout le parcours, les moments où ça va être compliqué, les crevasses, les moments où tu vas être fatigué, l'eau, comment tu fais, qu'est-ce que tu chauffes, où est-ce que tu dors. Tu vois comme c'est compliqué? Eh bien, les gens sont comme ça. Ils imaginent très très vite le résultat, ils plantent le drapeau, mais le parcours intermédiaire, non. Donc, par contre, leur dire, on va le faire en 7 jours, en 8 jours, en 12 jours, et alors, là, on va dormir là on va être dehors, là, pour rentrer, il faut absolument qu'on ait pris de l'eau là-bas. Tu vois, ça devient plus concret. Et le fait de leur en parler, et leur dire aussi, t'es plutôt quoi? T'es prêt à faire la cuisine ou bien t'es prêt à manger de lyophilisé, oui ou non? Tu vois, ils se mettent en condition et ils sont déjà à ce moment-là dans quelque chose de plus concret. Et ça, c'est mon truc. C'est les accompagner aussi à plus de compréhension. Parce que si tu leur dis simplement en 8 jours, ils vont dire, écoute, j'aimerais bien en 7, parce que j'ai pris congé 7 jours. Tu comprends? Et tu dis, mais oui, mais tu vas manger comment? Tu vas où? Tu prends le risque de quoi? T'es prêt à payer le prix aussi que, en passant par là, peut-être tu rentreras pas parce que des gens qui se cassent la jambe, c'est fréquent. Là, c'est ok pour toi si on prend une assurance, on est d'accord de te casser la jambe et de revenir 15 jours plus tard? Ah non. Ok. Tu vois? Et donc, parler en termes de prérequis, pour moi, c'est beaucoup plus concret que de parler en termes de résultats. De temps. Le temps, c'est dangereux. Le temps, ça presse tout le monde. Le temps est un vrai problème. En tout cas, la contraction actuelle du temps, la façon dont les gens contractent le temps, les empêche de penser, les mettre dans une action stérile et après les mettre en panique. Ok, donc il y a le rebond, tu vas nous expliquer la résilience. La rayonnance. Le rayonnement. Le rayonnement, c'est ultra important. C'est comme le grand philosophe Arnold Schwarzenegger a dit, dans ces règles, mais j'ai adoré vraiment parce que ça m'a pas mal aidé. Après, il faut mettre des nuances, mais c'était ok. C'est à la fin, quand t'as réussi, donne. Et le rayonnement, c'est ça. Et je l'ai vu aussi au niveau des enfants. Demande à ton enfant d'aller retirer quelque chose, d'aller retirer les cruaux, tu vois, dans ton jardin. Ça l'ennuie, quoi. Mais fais quelque chose, mets tes bottes, commence à aller dehors, va dans ton jardin. Et là, l'enfant te demande, mais qu'est-ce que tu fais? Et tu dis, je fais ça. Et là, il va commencer à aller regarder, à aller voir. Et moi, je pense au rayonnement, et c'est surtout avec les sponsors, avec les leaders, que j'ai envie de parler de ça, c'est de dire, si tu n'es pas dans l'exemple, si toi-même tu n'as pas les mains dans le cambouis, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Si tu délègues juste ça ne fonctionne pas. Alors, soit t'es pas le bon sponsor, il faut quelqu'un d'autre qui est vraiment intéressé, qui met de l'âme, et délègue-lui, autorise que lui soit en lumière, autorise que ce soit lui qui prenne toute la place pour ce problème-là, pour ce projet, ou si c'est toi, sois là. Et c'est le problème majeur qu'on rencontre dans les principaux projets. Et si tu prends les statistiques de chez ProSci, qui raffole de statistiques en termes de change, eh bien, tu verras que un des problèmes majeurs, c'est le sponsor, ou c'est l'absence de sponsor, ou le manque de leadership. On peut le dire autrement, c'est simplement des gens qui délèguent des choses parce qu'ils pensent que c'est bien,
Mais ils savent même pas de quoi ils parlent parfois, ou ils savent vaguement, mais ils ne sont pas intéressés. Après, on leur fout la paix. Ils ont dit, écoute, j'ai dégagé les budgets, j'ai mis les équipes, qu'est-ce que tu me demandes de plus? De l'envie. Y croire. Enfin, imagine Moïse, qui maintenant est allé bien négocier, il a bien négocié, il y a eu les 7 plaies d'Égypte, on est prêt à partir, son frérot lui a dit, écoute, vas-y, go, et là, le mec, il va voir tous ses potes juifs et lui dit, mais allez-y maintenant, je vous rejoins plus tard, je prends mon hélico, je vais d'abord manger un peu, je négocie un peu avec les Égyptiens parce qu'on a des choses super intéressantes à faire, ok, je vais mettre en bourse, je vais rapporter le capital, et puis on se retrouve de l'autre côté en terre promise. C'est pas la même histoire. Ça n'est pas la même histoire. Mais c'est ce qu'on vit 9 fois sur 10. Le leadership par l'exemple. Oui, le rayonnement. Et l'exemple par l'envie par la vision, et la vision par la passion. Ah oui, ça c'est évident. Réenchanter l'entreprise. C'est essentiel de réenchanter l'entreprise. Est-ce qu'il a grandi, le Steve, depuis 5 ans? Je sais pas. Je crois, ouais. Je suis beaucoup plus à l'aise. J'ai bien réglé le problème du syndrome de l'imposteur. Ça, c'est OK. Je me sens vraiment à l'aise avec ma matière. Je me remets tout le temps en doute. Je me suis bien libéré de pas mal de contraintes mentales. Ça, c'est chouette. Et puis ça marche. C'est le pied, quoi. C'est génial de savoir que ça marche. C'est magnifique. Moi, je kiffe ma vie, je bouffe ma vie, je chante la vie. C'est fantastique. Alors pourquoi ça marche? Alors, il y a des gens qui disent, ah bon, tu fais combien de chiffre d'affaires? Alors, mon chiffre d'affaires va bien, mais c'est pas ça qui marche. Ce qui marche, c'est que j'ai des succès. J'ai des projets qui aboutissent, je peux choisir mes clients, c'est ultra important ça, et je bosse en équipe. Ça pour moi c'était essentiel, je suis pas un mec solo, je suis leader, j'ai besoin de tracer ma route, j'en ai besoin, mais pas leader seul, et pas, je peux pas être leader dans mon coin, et je bosse avec une super équipe. Il y avait dans une capsule, j'ai entendu Astier qui disait moi je ne veux bosser qu'avec les gens avec qui je veux aller bouffer, avec qui je veux bien aller déjeuner. Mais c'est évident, ça j'en étais sûr depuis un bout de temps. Je ne bosse qu'avec des gens avec qui je me sens vraiment bien. Je dirais autrement, vraiment en confiance. Il faut que je me sente en confiance. Il faut que je me sente avec des gens qui, il y a aucun problème de douter de toi. Mais doute de toi et fais-le, et amène ta valeur à toi. Et je vois très vite la valeur que les gens ont. Et ça, c'est super intéressant. On est une foutue belle équipe, quoi. Et alors, toujours aussi, avec les gens avec qui ça marche le mieux, ce sont des gens avec qui j'ai déjà vécu une expérience. Et en vivant une expérience, j'ai fini par apprécier travailler avec eux. Il y en a d'autres avec qui que j'ai envie de, quand on dit débaucher, en tout cas j'ai envie de les débaucher, mais au sens, tu vois, au sens cinématographique du terme, dans la débauche. Je vais les amener dans la débauche en leur disant, allez, quitte ta vie un petit peu, tu vois, tranquille, et viens te débaucher avec nous, parce que c'est drôle et parce que j'ai envie de bosser avec eux. Ouais. Si tu devais donner si tu devais dire quelque chose au Steve d'il y a 5 ans, celui avec qui, avant le Covid, on a eu une interview, si tu devais ouvrir la porte de la Big Stash, là, et dire, Steve, viens, j'ai un truc à te dire. Non, j'irai pas voir Steve, j'irai pas le voir, j'irai voir Thierry, et je lui dirai merci. Et à Steve, je dirai rien du tout, pour qu'il puisse vraiment vivre toutes ces étapes dans cet ordre-là. Il ne faut rien changer. Mais rien. Vis tes peurs, passe au travers de cela. Les conseils, ça marche pas. Les questions, ça marche. Comment tu vas faire pour ça? C'est OK ça? OK à combien? Comment tu peux quand même déposer? Mais les conseils, pour moi en tout cas, ça marche pas.
Je suis passé par toutes les étapes nécessaires. Si j'avais su tout le travail que j'aurais dû y consacrer, je l'aurais pas fait. Je le regrette pas, hein. Mais je l'aurais pas fait parce que ça te bouffe quand même de la bande passante, hein. Il faut le savoir. Pendant 2 ans, 3 ans, je me suis dit, tiens, j'ai pas vu 2 ans, j'ai pas vu un film au cinéma, tu vois, tu te dis, tiens, j'y vais plus, tu vois. Mais c'est ok. C'est ok parce que ça a été passionnant, ça a été happant, j'ai plein de potes, très gentils, qui comprenaient mon trip parce que je pense que le besoin de réussite chez moi était important. Ma vision de la réussite, hein, j'ai toujours pas de Rolex, hein, je vais avoir 50 ans. Donc, ouais, il faut passer par toutes ces étapes-là. Pas de conseils. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes aujourd'hui? Depuis les 5 ans, là, depuis les 4 ans? Aujourd'hui. Difficile à dire. Non, pas vraiment. Regret ou remords? Je pense que je peux encore, vis-à-vis de certaines personnes, quand une association, mais j'apprends parce que je commence à être de plus en plus rude, quand une relation est finie, elle est finie. Arrête. Et dis les choses. Prends pour toi, hein, le but c'est pas de charger l'autre, c'est de se dire, tu sais quoi, ça c'est fini, ça va pas, que ce soit une relation de 2 jours, 2 ans, 2 mois, que ce soit professionnel ou pas, amical, quand c'est fini, c'est fini. Arrête ça. Perds pas de temps avec comment je vais lui dire, qu'est-ce qu'il va... Sois honnête. Voilà pourquoi moi j'arrête, c'est ok comme ça. Voilà. Et même si t'as tort, c'est pas grave. Tu dis ce que tu ressens à ce moment-là et pourquoi tu le fais, donc finalement tu peux pas avoir tort. Au moment où tu le vis, tu le vis. Parce que ça t'ouvre le champ de tous les possibles après. En fait, il y a rien de pire que de ne plus avoir de place. Et d'être encombré par des choses qui ne sont pas nécessaires. C'est exactement comme avoir une maison remplie de bazar qui certainement, effectivement, ont été chouettes, mais qui ne te servent plus du tout. Tu vois, ça n'a plus de sens. Donne-les à quelqu'un d'autre. Tu vois, quelqu'un en a besoin, quelqu'un en profitera vraiment bien, mais plus toi. Et dans une relation pro, des fois, j'essaie d'expliquer, mais tu sais quoi, à un moment donné, là, j'ai pas eu confiance, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, est-ce que c'est moi qui aurais dû avoir plus confiance? Est-ce que c'est toi qui aurais dû me rassurer plus? On s'en fout. On s'en fout de pourquoi. Le constat, c'est que là, j'ai pas confiance et que c'est pas ok. Donc, on arrête. Voilà. Une fois que ça s'est fait, on est soulagé. Du coup, on peut retravailler autrement ensemble. C'est ok. Tu vois, le paradigme change complètement. Ça, pour moi, ça c'est important et je dois encore apprendre avec toujours beaucoup d'élégance. L'élégance, pour moi, c'est essentiel. Mais il faut que ce soit radical. Plus j'avance, plus j'aime la radicalité. Élégante. Oui, c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est vrai. Une question un peu qui va probablement rejoindre, mais qu'est-ce qu'il te manque aujourd'hui? Je vis pas beaucoup de manque non plus, hein. Je t'avoue que je sens que je vis un moment quand même particulièrement génial de ma vie, parce que c'est quand même pas tous les jours où tu te dis tiens, je me sens pas encore trop vieux, mais je me sens plus très jeune, tu vois, j'ai mal au dos, mais ça va encore, tu vois, je peux encore tenir jusque 23 heures sans m'endormir, parfois. Donc, tu vois, je sens que j'ai encore du potentiel, et à la fois, je suis tellement heureux, je suis comblé, donc j'aimerais plein de choses en plus. Tu vois, j'aimerais plus de temps libre, j'aimerais lire encore plus, j'aimerais encore plus rencontrer mes amis proches et profiter parce que c'est ultra important. Et j'aimerais encore plus plonger dans le travail et être passionné par mes dossiers parce que j'adore. Donc ça, c'est compliqué en fait parce que je suis je fais tellement tout ce que j'aime. Quand je suis en famille, que j'ai ma fille, que je profite avec elle, les émotions sont tellement fortes. La qualité est tellement bonne. Les amis que j'ai, d'ailleurs j'essaie de travailler un maximum avec des amis parce que c'est qu'on se voit encore plus. La qualité est tellement bonne. On a des niveaux de relations, les niveaux de discussion sont tellement tout de suite hautes.
Tu vois que on n'a plus besoin des trucs genre tiens, il a fait quoi le standard, c'est quand même malheureux, t'as vu les transferts, on dépasse vite ça, quoi, tu vois. Bon, on peut en parler, hein, j'ai pas de problème. Tout est beau, quoi. On vit encore dans un monde où on a accès à tellement de choses. Je fais même gaffe, hein, vraiment, à de plus en plus prendre soin de ce que j'ai, en me disant attention, mais t'as vraiment besoin de ça. J'essaie de travailler sur mon... J'aimerais tendre vers l'ascétisme. J'aimerais tendre vers le détachement. Mais d'ailleurs, quand j'ai commencé ma formation en PNL, ça fait 2013, je crois, on était venu nous demander, mais tiens, tu viens pourquoi? Et les gens disaient performance, en un mot, tu vois. Et moi, c'était détachement. J'étais trop associé à mes émotions. Et du coup, mes associés durs, tu vois, dans la volonté de maîtrise des choses. Plus du tout. Plus du tout. Et j'aimerais poursuivre ce chemin-là, poursuivre, en fait. Ouais, c'est ça ce qui me... Mais il me manque rien pour poursuivre. Du temps, de la vie, enfin, ce qui manque à tout le monde, du vin. Je suis vraiment très heureux, j'ai vraiment beaucoup de chance. C'est fantastique. Et je rencontre des gens incroyables, hein, mes clients... pour beaucoup, sont des personnes brillantes. Vraiment. Des personnes incroyables. C'est fantastique. Il me manque un truc. Mais j'apprends à vivre avec. C'est la facilité des langues. La facilité des langues. Ça, je pense que, ouais, ça reste quand même un truc où je me dis, si j'avais un super niveau de néerlandais, super niveau d'anglais et de mandarin, alors là, je quitte mon métier, si j'avais ça, et je fais de la médiation internationale de conflits armés. C'est sûr. Ce que j'adorerais, mais ça me demande tellement, ça me demanderait tellement, je ne vois pas la possibilité, donc je ne le fais pas, sinon je le ferais, d'arriver à un niveau tellement aigu, parce que tu joues avec les mots, je vois les mondes des gens au travers de leurs mots. Hein. Donc ça demande un niveau d'exigence tellement important, de subtilité tellement important que je ne peux pas l'atteindre. Mais sinon, mon kiff, c'est la médiation de conflits armés. Ah oui. Ça, c'est sûr. Donc voilà, donc ça dans les fantasmes. Mais je vis de façon très heureuse malgré tout. Mais on peut être heureux, avoir des fantasmes. Voilà. Si tu avais un jeune change manager en face de toi, ce serait quoi pour toi les 3 conseils importants? Bah alors je cherche, hein, donc j'adorerais avoir une personne en tout cas qui maintenant décide à un moment donné de vouloir m'accompagner, tu sais, et qui peut travailler l'équilibre entre j'ai 28 ans et je ne suis pas encore un expert, tu vois, je ne veux pas le salaire de l'expert, donc je suis prêt à investir dans de l'investissement de compétences, et à la fois j'ai envie d'être accompagné d'un vieux gris, mais je suis pas un bon conseil. Ça serait l'échange des deux qui serait intéressant, évidemment. Ce que je lui dirais, c'est sois curieux des parts d'ombre et de lumière. Tu ne peux accompagner les gens qu'au travers de leur intériorité forte. Si tu ne rentres pas dans les gens, tu ne peux rien accompagner. Fais-le avec élégance, parce que ce sont des outils très puissants. Donc apprends à manipuler, mais dans le bon sens du terme, et fais la paix avec ça, parce que après, une fois que tu sais le faire dans le bon sens du terme, c'est OK. Sois reconnaissant, aime les gens. Il faut apprendre à aimer. L'amour, c'est la base. C'est la base de tout. C'est la base. C'est aimer. Si tu n'aimes pas, et si tu n'aimes pas la diversité, si tu n'aimes pas parfois aussi les choses qui peuvent te sembler intolérables, si tu n'apprends pas à aimer que ça puisse exister, alors tu vas être limité.
Tu vas être limité et c'est pas ton job. Ton job est pas de... À ce moment-là, hein, après tu dois te nettoyer aussi, mais à ce moment-là, quand tu accompagnes, ton job n'est pas de juger. Tu peux pas faire le métier alors. Et ouais, sois curieux, lis un maximum, teste un maximum, sois curieux. Je vais te poser la même question qu'on m'a posée un jour, mais t'es un peu une sorte de thérapeute, en fait, quand je t'entends. Non, je travaille pas. Alors, Ce serait quoi la différence entre toi et un thérapeute? Mais en thérapie, on part dans un process ensemble où un individu va décider de travailler sur lui. Et là, on part de notre personne. Moi, je travaille sur les systèmes. J'ai commencé maintenant je prends maintenant je coach 4 personnes maximum. J'accompagne 4 personnes et quand une personne a fini, j'en prends une autre. Parce que ça me fait du bien à moi aussi de vraiment prendre ce temps-là. Et j'apprécie. Et donc là, je vais travailler effectivement la thérapie, les outils thérapeutiques, la thérapie brève. Et on va travailler sur base de thérapie coaching. Parce que je vais travailler sur le sens, projet, mais l'intériorité. Donc on fait un aller-retour, on fait un inspire et un expire, tout le temps. Parce que généralement, si tu es là, c'est parce que si, à l'intérieur, il y a quelque chose. Donc on ne peut pas ne pas travailler les deux. Et généralement sur 8 semaines. Quand je dis généralement, c'est parce qu'il ne faut jamais se fixer des règles qui deviennent dogmes. Mais sinon, je travaille avec les groupes. Je travaille avec les systèmes. Et donc, je suis plus un accélérateur de particules. Un système est là, un état doit se transformer en un autre état, je vais faire en sorte d'accélérer les particules et ayant une habitude maintenant de comprendre les mécaniques des systèmes, je vais faire en sorte que la friction soit la moins chaude possible, ou parfois s'il le faut, parce que on n'est pas non plus dans l'évitement, hein, il faut avoir du courage. S'il faut accélérer la friction juste pour qu'il y ait fusion, eh bien on le fait. Tu vois, on peut le faire. Ça, c'est pas un souci. Donc je suis plutôt un accélérateur de particules. Quand je t'entends, je me rends compte qu'en fait, tu as dans les mains un pouvoir ou un super pouvoir, je sais pas, mais un pouvoir énorme. Tu sais, un peu comme les vilains ou les super-héros Marvel ou DC, on n'est pas jaloux. Et c'est parfois difficile de tracer la ligne entre le gentil et le méchant, le super-vilain et le super-héros. Avec tes connaissances en psychologie, en PNL, le fait, comme tu dis, tu dois manipuler, tu l'as dit toi-même, il faut pouvoir manipuler les gens, mais de la bonne manière. Quels sont les mécanismes que tu mets en place pour toi, pour ne pas traverser cette barrière et tomber dans le côté gourou, le côté nocif de ce pouvoir? T'as raison. C'est compliqué. Il faut être vigilant. Et des fois, on se surprend aussi à avoir dépassé certaines limites soi-même. Hein. Donc c'est important à le savoir. Avant tout, je dirais que une des règles, c'est de se dire qu'on n'est pas neutre. Il faut arrêter avec la neutralité, ça n'existe pas. On est multiparti. Il faut savoir qu'il y a toujours une personne qui nous paie. Moi, je suis très heureux aussi de pouvoir me détacher du payeur. De me dire, si c'est pas ce client-là, c'est un autre. Et le prix, c'est mon prix. Et c'est un client. Donc, c'est pas non plus mon patron. Ça, c'est la base. Le deuxième point, c'est que on est multiparti, ça veut dire que je vais m'intéresser à ton point de vue autant que le point de vue de l'autre. Et il n'y a pas un point de vue qui ne vaille pas un autre point de vue. Aucune raison. Ensuite, je m'intéresse au bien du collectif, le bien commun. Et ça, pour avoir eu un parcours militaire, pour avoir été marin, tu sais très bien que le bien commun, parfois, peut passer est prioritaire par rapport au bien des individus. Donc si à un moment donné, la collectivité demande à un moment donné
que des personnes soient sacrifiées. C'est pas moi qui suis là pour les sacrifier. Je vais prévenir des risques. Je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais j'aurais pas de problème à sauvegarder une entité, un groupe, un collectif. Donc ça, c'est important pour moi. C'est toujours le moindre mal ou le plus de paix. Tu vois, c'est ultra important. Et je suis pragmatique. Je ne suis pas non plus dogmatique. Donc à un moment donné, je bosse quand même pour des gens. Je ne vais pas bosser pour l'entité action, mais par contre, je connais le système. Et donc, il faut toujours comprendre aussi dans quel jeu tu joues. Quand tu es dans une sphère publique, tu es dans une sphère publique. D'ailleurs, c'est compliqué parce qu'ils sont en train de changer de modèle. La sphère publique, c'était un échange de services. Et ils sont en train d'adopter le modèle privé qui est l'évaluation, donc un travail sur des objectifs. Donc, qui dit objectif dit projet, ou qui dit retour sur investissement. Et donc, tu changes de paradigme, mais ils sont pas tout à fait prêts, donc c'est compliqué. On a des frictions. Quand tu es dans le privé, mais si tu es entrepreneur, tu sais que malgré tout, tu dois être rentable, sinon tu disparais. Les entrepreneurs, généralement, vendent leur boîte à des sociétés qui investissent dedans. Une société qui a investi dans ta boîte, elle veut un retour sur investissement. Sinon, elle le mettrait en banque à 4% pour le moment chez ING. Voilà. Donc, à partir du moment où tu es dans le privé, tu sais qu'il y a des gens qui veulent un retour sur investissement. Et ils vont pas accepter une diminution de capital 3 ou 4 années de suite. Et parfois, le prix à payer, ce sera de faire des économies, parce qu'à un moment donné, les bénéfices ne sont pas attendus, ne sont pas au beau fixe, et donc on va te dire, bah alors tu revois ta copie. Ça fait partie des règles, donc c'est important, c'est toujours super important de savoir dans quelles règles du jeu on joue. Trop de gens subissent les règles parce que ils rentrent dans un modèle, les règles existent, elles sont même pas tacites, elles sont là, mais restent dans un monde de bisounours, et là, ça c'est compliqué. Donc, le rôle, c'est de leur expliquer aussi les règles, leur faire comprendre, regarde dans quel jeu tu joues. Le monde des ONG, c'est autre chose. Tu vas pas demander à des ONG, à un moment donné, d'être rentable par rapport au fait de sauver la vie, parce que leur but, c'est quand même la vie. Donc, c'est super important de savoir dans quel monde on joue et de l'assumer. Donc ça, c'est vraiment un des points pour moi qui est important. Un autre point important, c'est quand je commence à prendre les choses personnellement. Si je prends perso, si je me dis « Ah, mais là, ce que cette personne a fait là, ça m'affecte moi », et ça m'est arrivé un jour, quelqu'un a fait une réorganisation, a shooté, et ça me semble toujours être une mauvaise idée, mais elle l'a fait, et je l'ai pris personnellement, et je suis intervenu de façon non élégante. Et ça, là, je me suis surpris à me décevoir profondément, et je m'en suis excusé d'ailleurs. Parce qu'il n'est pas OK non plus pour moi de ne pas réparer mes torts, quand je l'estime moi. Et alors, on peut être fondamentalement honnête. Moi, je suis sidéré à quel point les gens, parfois, ont du mal de dire... Je le comprends. Mais moi, en tout cas, j'ai maintenant une facilité à dire les choses et à expliquer le prix à payer aux gens. Et quand les gens le savent et qu'ils se disent « Là, on me la met pas à l'envers », eh ben, ils sont prêts à négocier, en tout cas. La porte s'ouvre et là, tu peux bouger. Et là, je fais super attention. Alors, être honnête, oui. Dire des choses dont tu n'es pas encore certain, ou mal dire les choses. Il y a une façon de dire les choses, il faut prendre le temps, il faut maîtriser l'art de la communication, de la négociation, de la médiation. Mais par contre, je ne vais pas dire le contraire. Ça, je ne fais pas. Je laisse si d'autres personnes veulent le faire, elles le font. Je peux aussi maintenir de l'information. Si je reçois un secret, c'est un secret. Et tu peux faire ce que tu veux, tu peux danser sur ta tête, ça n'existe pas. Mais par contre, quand moi je dois agir et je dois commencer à formuler des choses, je vais te dire ce que je pense être fondamentalement vrai. Après, je peux me tromper. On peut me tromper aussi. Et ça, pour moi, c'est important. Parce que la crédibilité est super importante. Il y a des gens après qui parfois, il y a des gens qui m'ont dit mais j'ai plus confiance en toi. Alors je me pose la question, est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit ou des choses comme ça? Et souvent c'est pas ça, c'est peut-être arrivé, mais souvent c'est parce que des personnes projetaient des choses qui n'étaient pas moi et après à un moment donné elles se sont déçues toutes seules. Ben là mon gars, je peux pas t'aider quoi.
Je suis pas là non plus pour répondre à tes fantasmes. À un moment donné, si je ne dis rien, c'est pas pour ça que je dis oui. Et si à un moment donné, la vie fait ou un changement fait que, et je dis bah oui, on adopte ce changement-là, ben c'est comme ça. Et là, je peux paraître, je travaille autant avec l'émotionnel qu'à un moment donné, tu dois être froid. Tu vois, c'est les deux. Dans notre métier, c'est jamais l'un ou l'autre. Tu dois parfois prendre une distance et garder une certaine fermeté, et c'est comme ça. Mais c'est pas pour autant que toi tu peux pas aimer, que tu n'as pas d'émotion, que tu n'as pas de regrets. On va bientôt arriver à la fin du truc. Avant d'arriver à nos 3 questions habituelles de fin de service, j'en ai une dernière pour toi. Le monde évolue, le monde change, mais plus que jamais, il a besoin de changement aujourd'hui. Parce que la manière dont il tourne, on va dans le mur. Tu penses qu'il y a moyen de le changer ? Alors, le monde ne va pas nous demander notre avis pour le changement. Il ne nous le demandera pas. Soyez tranquilles par rapport à ça. Croire qu'on va maîtriser, par exemple, l'IA, c'est faux. On ne le maîtrisera pas. Il n'y a pas un politique qui le fera parce qu'au monde, il n'y a pas, à un moment donné, une entité unique, commune, humaine qui va décider. Donc, si demain, 10 000 personnes disent qu'on ne le fait pas, vous aurez, si le monde, si les gouvernements disent on ne le fait pas, vous aurez une prohibition de l'IA. Donc, ne croyez pas que le monde va s'arrêter. Il va pas s'arrêter. Les systèmes changent. Notre démocratie va s'arrêter. Notre monde démocratique va s'arrêter parce qu'il est obsolète, parce que les gens n'y croient plus. Demandez aux jeunes, je vous assure que 7 ou 8 sur 10 vous diront qu'il vaut mieux une bonne dictature qu'une mauvaise démocratie. Et je ne dis pas qu'ils ont tort, je ne dis pas qu'ils ont raison, mais ils n'ont pas tort. En tout cas, la vérité se trouve au milieu. Mais en tout cas, nos démocraties sont à bout de souffle. Le pouvoir unilatéral américain est terminé, c'est fini. Depuis 2007, ça a été marqué. On va seulement atteindre l'apogée de la Chine, puis l'Inde va entrer en course. On va vivre de toute façon une pénurie des matières premières, de l'eau. On a une Europe qui ne régule absolument pas les questions. On a une politique, parce que pour revenir chez nous, en Europe occidentale, on a une politique qui est obsolète parce qu'ils sont incapables de prendre des décisions. Il n'y a plus de décisions possibles. Ils ne peuvent pas gérer l'immigration, sinon c'est d'office extrême droite, extrême gauche. Tu ne peux pas gérer l'immigration. Tu ne peux pas dire à un moment donné on régule. Tu ne peux plus. Tu ne peux pas gérer l'IA. Il y a qu'à voir ce que l'Europe a écrit sur l'IA, hein, en parlant quand même du golem. Hein. Ils ont pris la littérature aussi de Frankenstein. Donc à un moment donné, il faut te dire à quel point ils sont perchés par rapport à l'IA. Donc notre politique, elle est finie. Le pouvoir central repart à l'Orient. Finalement, c'est un bon retour des choses. Hein. C'est pas si déconnant que ça, au final. Donc, ça change. Comment est-ce que ça va changer ? Par des vagues migratoires importantes qu'on va subir, et puis après, peut-être que nous-mêmes serons les migrants. Par des forces armées de plus en plus conséquentes également. Par un apprentissage différent. L'école est obsolète. C'est terminé. Mais elle ne le sait pas encore. Elle est moribonde, un peu comme notre économie. Elle est moribonde. Donc oui, je pense qu'on va avoir de gros changements. Alors, je vois pas des changements à la Mad Max, mais je vois en tout cas, en Europe occidentale, des grands mouvements migratoires. On va devenir une belle zone touristique, peut-être, pour d'autres continents. On va être un peu une histoire, et puis à voir à quel point les gros investisseurs investissent dans les îles. C'est pas pour rien. Donc, apprenez à naviguer. C'est un bon conseil. Si vous pouvez naviguer, faites-le. Si vous aimez aller en mer, allez en mer. Ça va être pas mal. Ne vous fixez plus comme vous le faites. Et puis après, je pense que oui, revenir également, comme tout le font, à l'agriculture, aux choses simples. Mais il n'y a qu'à voir le prix maintenant d'un ébéniste, hein, son tarif horaire, d'un plombier. Enfin, vous réalisez quand même qu'aujourd'hui, de toute façon, l'IA va dépasser notre intelligence. Avant l'IA, c'était l'Inde. Hein. Maintenant, tu peux aller en Inde et tu as un meilleur avocat, ou en tout cas bien moins cher, sur les lois belges qu'en Belgique. Bien sûr, il faut quelqu'un qui te représente ici, mais un Indien fait très très bien le job.
Demain, c'est l'IA qui le fera. Watson est bien meilleur qu'un médecin, donc moi j'aime bien avoir mon médecin et Watson pour le diagnostic. Fine. Allons-y, quoi. Changeons ce paradigme-là et revenez à des bases. Parce que par contre, celui qui aura de vrais légumes, lui, sa vraie tomate, elle va valoir de l'or. Donc c'est quand même intéressant. Pour moi, c'est OK. Et du coup, ça nous amène, et c'est une bonne transition sur les 3 questions, avec la première question, sachant tout ça et le monde qui change. Qu'est-ce que tu as envie de laisser au monde ? Un appartement propre. Je veux que quand je parte, les choses soient propres. La dignité. Je veux partir pour le monde. Hein. Je veux partir avec dignité. Ça veut dire, je veux pas partir et que les choses soient sales. Il faut que j'ai pu nettoyer toutes mes traces, toutes mes crasses. Ça, c'est ultra important pour moi. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai dû purger en me disant, mais quelles sont les personnes avec qui je dois m'excuser ? Il y en a encore, hein, mais... Et je suis allé voir des gens pour la réconciliation. Ouais. Mais c'est ultra important pour moi d'avoir pu tout ranger. Donc si après je peux disparaître, c'est top. Tout aura été rangé, et puis l'humanité a certainement pas besoin de moi. Ok. Deuxième question. je vais la faire. Oui, j'en prie. Qu'est-ce que tu as envie de laisser à ta famille ? La faculté d'aimer. La faculté d'aimer, un minimum de traumatisme, la part du doute. Continuez à douter. Ayez confiance en vous, pleinement confiance en vous, et doutez. Comme pied gauche, pied droit. Il faut 2 pieds pour l'équilibre. Mais aimer. En fait, c'est surtout... je veux surtout aimer maintenant tant que je suis vivant. Après, faites-en ce que vous voulez, mais je veux vraiment aimer maintenant. Ouais. Et après... voir grandir encore un petit peu quand même. Quand j'ai failli mourir au Togo, je me suis vraiment raccroché. J'ai eu un moment donné où vraiment je me laissais aller, et puis le fait de me dire mais je n'ai pas encore fini avec ma fille, il faut que je lui transmette, tu sais, le fait qu'elle soit pas adulte, et le fait que ce sentiment de... Alors est-ce que c'est plus moi qui ai besoin d'elle que l'inverse, je ne sais pas, mais je pense que non, elle a besoin de moi. J'ai envie qu'elle ait besoin de moi. C'était pas fini, tu vois. Ouais. Et même mes grands. J'ai 2 grands autres enfants avec qui, mine de rien, ça fait quand même du bien de se partager. Je pense que j'ai encore des choses à leur transmettre. Mais aimer. La possibilité d'aimer. Ouais. Et Dieu dans tout ça ? Ah, mais... on ne vous l'a pas dit, mais ça a été écrit dans un bouquin il y a des milliers d'années. Dieu est amour. C'est l'amour, Dieu. C'est le contraire du rejet. C'est ce qui fait que les gens sont... C'est entre nous 3, là, c'est Dieu. Pourquoi t'es là ? Pourquoi t'es là ? Parce qu'on s'aime. On a une attraction. Ça, c'est Dieu. On nous le dit pas, on nous parle de dogmes, etc. Mais il faut arrêter tout ça. Il faut casser les temples. Dieu, c'est ce qui nous rassemble. Et je suis en colère sur parfois la façon dont on s'approprie ce genre de choses, parce que quand des mecs il y a 2000 ans ont écrit des trucs et puis on les a retranscrits, fine, mais la base elle est là, c'est l'amour. Et aujourd'hui on nous le dit encore, on nous dit l'espace c'est pas le vide, l'espace entre la matière qui nous rassemble. Tu ne diras pas le contraire, hein, Pierre, mais on est d'accord là-dessus. Mmh. L'espace qui rassemble la matière, qui est vaste et énorme, de l'infiniment plus petit ou infiniment plus grand, c'est Dieu. Donc, c'est parce que les gens, tout de suite, en fait, et surtout, il faut se réapproprier aussi le langage. On doit se le réapproprier, on ne doit pas y mettre tous les tabous que nous on y a vus parce qu'on a souffert de certaines choses en disant je vais rejeter le mot Dieu, je vais l'appeler autrement, la nature, le fait qu'on soit là, l'amour, tu vois, c'est Dieu est amour. Et toutes les écritures relativement sages nous parlent d'expériences amoureuses. Et tous les plus grands chanteurs nous parlent de l'amour
Et il y a une différence entre aimer et l'amour égotique. Il y a plein de façons d'aimer. Hein. Caritas, c'est l'amour aussi. Et donc, on doit se réapproprier Dieu, on doit se réapproprier l'amour et se méfier de tout ce qui divise. Méfiez-vous de ce qui divise. C'était pas moi qui l'avais dit, c'était le grand rabbin de France. Et il disait, méfiez-vous de ce qui divise. Il avait dit ça dans une conférence t'étais là, hein, d'ailleurs, hein, magnifique. Il y avait le grand imam, il y avait monseigneur, je sais pas qui, de l'archevêché de Lille, le grand rabbin de France, et le pasteur d'en face, hein, d'ailleurs. Et ce grand rabbin dit, méfiez-vous de tout ce qui divise. Et c'est vrai. C'est vrai. Et même dans les entreprises, dans le monde de l'entreprise, quand ça ne fonctionne pas, c'est parce que ça mésaime. C'est terrible, mésamour. Ça fane les gens. Et quand, tu sais quoi, quand Dieu n'est plus là, va-t'en. Quand l'amour n'est plus là, c'est que la relation est terminée. Va-t'en. C'est ok. Va-t'en. Ne t'accroche pas à quelque chose qui est fini avec la nostalgie de ce que c'était. Va-t'en. Et je te jure que à ce moment-là, moi je n'ai plus de métier. Si les gens se retrouvent par attraction, tout fonctionne. Les gens trouvent les solutions eux-mêmes. Tu vois ? Et ça fonctionne. Et ce qui divise, quand c'est le capital, ça peut être n'importe quoi ce qui divise. Parfois l'argent est un moyen, l'argent c'est un fluide, c'est un liquide, ça rassemble parce qu'à un moment ça nous donne les moyens de faire quelque chose. Et quand il n'y en a plus, ne le fait pas. Mais ça divise quand ça devient quand ça devient un dogme, quand ça devient le veau d'or. Mais donc Dieu est amour. Et réapproprie-toi Dieu. Bien écoute, je pense que c'est sur ces mots que nous allons terminer cette interview. Steve, un grand merci d'être ouvert comme ça. Ça permet aussi de mieux comprendre aussi pourquoi la voix du Yeti, pourquoi le change, pourquoi toutes ces choses et pourquoi toi. Pour ceux qui nous écoutaient, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous connaissez le principe, vous likez, vous partagez. Si vous avez adoré, parlez-en autour de vous. Si vous avez détesté, parlez-en autour de vous. On se retrouve de toute façon, et Steve reprendra les commandes pour un prochain épisode sur cette chaîne et sur les autres supports. Et puis, quant à nous, je nous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end. À vous aussi. Prudent sur la route pour ceux qui nous écoutaient. Et à très bientôt. Merci Pierre, merci Steve. Merci à vous. Merci Carole. Ah oui, Carole, merci.